Bonjour tout le monde, c'est Morgue, enchantée. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la vidéo lecture manga du mois de juin. C'est parti. Pour commencer, je vais parler de la série The Ancient Magus Bright. J'ai lu le tome 1 à 18, c'est-à-dire tous les tomes sortis à ce jour. J'ai trouvé l'histoire assez sympathique. Donc ça parle de quoi? Ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Shizé, je crois qu'elle a 15 ans au début de l'histoire, et elle va se faire acheter par un mage, celui-ci, très mystérieux, qui s'appelle Elias. Donc ce mage-ci va la prendre sous son aile et faire de Shizé son apprenti en sorcellerie. Donc cette jeune fille-ci, elle va découvrir le monde de la magie et toutes les créatures gravitant autour. Alors je sais que, enfin en tout cas j'ai entendu que l'histoire pouvait refroidir certaines personnes parce que le mage ici, il est âgé certainement de plusieurs centaines d'années et que la fille, comme j'ai dit, elle a 15 ans. Et donc ce mage-ci, en fait, va souvent lui dire qu'il va la prendre pour épouse et que c'est sa femme, etc. Mais en fait, dans le manga, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose de très tendancieux, en fait, et on réalise que le terme époux, dans la tête de ce grand personnage-ci, ça n'a pas la même signification que dans notre idéologie à nous. Donc en fait, on se rend très vite compte que la relation, elle est pas si malsaine que ça parce que le personnage va rien lui faire. Allez, une fois ils vont se faire un câlin, une autre fois ils vont se faire un bisou, mais c'est vraiment... c'est tout mignon, c'est pas... y a rien de... qui va plus loin. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que le personnage d'Elias, on va très vite se rendre compte qu'il ne connaît pas grand-chose en fait aux habitus, au comportement de l'être humain. Donc, il va être le professeur de Shizé en termes de sorcellerie et même de magie, parce qu'il y a une différence entre les deux dans ce monde-ci. Et Shizé, quant à elle, elle va être son professeur d'humanité, c'est-à-dire qu'elle va lui apprendre comment vivent les humains. Alors le premier arc, il sert surtout à présenter les personnages. Il va développer les relations. Donc Shizé, elle va découvrir le monde de la magie et de la sorcellerie. Elle va découvrir toutes les créatures magiques gravitant autour de ce monde-ci, parce que tout le monde ne les voit pas. Il n'y a que les gens qui ont des capacités qui permettent de les voir. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Il y aura également une grande recherche de quête d'identité, parce que Shizé, de base, c'est une fille qui n'a jamais eu trop de chance dans la vie. Et donc elle a une estime d'elle-même toute petite. Et elle va souvent faire passer les autres avant elle. Elle va se mettre en situation de danger pour les autres et elle va pas penser à elle. Donc il y a énormément de développement de ce côté-là. Et Elias, pareil, lui, comme il connaît pas grand-chose aux coutumes humaines, il va devoir essayer de s'y atteler et d'essayer d'agir, pas comme un monstre sans valeur, mais comme quelqu'un doté d'empathie et de morale. Et donc cette première partie, ce premier arc, on va appeler ça comme ça, c'est vraiment, ça met en place un peu toutes ces petites choses-ci au travers de petites histoires. Donc ce sera jamais des histoires bien longues, mais ça fait avancer le récit quand même. La deuxième partie, quant à elle, c'est une partie qui est consacrée à la vie dans un milieu scolaire pour Shizé qui n'avait pas terminé l'école. Donc ce sera une école de magie et de sorcellerie. Et tout ne va pas se passer comme prévu. Là, pour le coup, c'est un peu un scénario classique où des gens, enfin un peu à la Harry Potter, en fait, ça me fait penser à ça tout de suite. Que ce sont des gens qui vont dans une école, ils apprennent plein de trucs extraordinaires et fantastiques, et les activités scolaires qui vont être proposées ne se dérouleront pas toujours comme prévu. Il y aura plein de péripéties, plein de petits obstacles, et
Tout ça qui vont aboutir à une enquête, parce qu'il y a une menace qui pèse sur l'école et la vie des étudiants. Et, assez classique, hein. Et ce tome 18, je pense que ça conclut bientôt ce deuxième arc. Je me demande vraiment ce qu'ils vont faire pour la suite. Pour le moment, j'aime bien. Je trouve ça vraiment sympa. Moi, jusqu'à présent, je n'ai pas déprécié une lecture d'un des tomes ou que je me sois ennuyée. Il n'y a rien du tout de ce côté-là. Donc franchement, je conseille. C'est à la fois mignon et dur. Les dessins, quant à eux, sont vraiment beaux. Je vais vous montrer une planche. Hop. Ça, c'est le tome 1, donc dans le tome 18, ils ont essayé de spoiler. Non, je vais peut-être pas montrer dans le tome 18. Les dessins sont tout à fait appréciables, je trouve. Et la narration est bien. Quelques petites fautes d'orthographe quand même, hein, mais sinon c'est bien. Je vous conseille. Deuxième livre que j'ai lu, ce n'est rien d'autre que Zone Fantôme. Ça, c'est la partie 1, donc par Junji Ito. Cette partie-ci, je l'ai vraiment bien aimée. Toutes les histoires m'ont bien plu, et particulièrement pour ceux qui l'ont lu, l'histoire qui s'appelait Filiforme, il me semble. Je trouvais vraiment ça sympa. C'est toujours un très bon style de la part de Junji Ito. J'adore, franchement. Je vais vous montrer une planche. Voilà. J'adore. Entre ces personnages qui sont assez dessinés simplement, et quand on arrive de ce style-ci à ça, par exemple, et ben c'est génial. C'est juste génial. J'adore toujours autant l'auteur, et on verra avec Zone Fantôme partie 2 également ce que j'en pense, mais je ne l'ai pas encore lu, donc ce sera peut-être pour le mois prochain. Alors maintenant, on part sur un style complètement différent, puisqu'il s'agit d'une romance même entre deux femmes, et c'est les Goodbye My Rose Garden. Je vais vous montrer les couvertures, qui sont vraiment très jolies. Vous voyez, il y a un effet de... ce qui est vraiment bien fait. Il y a différentes textures sur la couverture. Hop. Et hop. Alors pourquoi est-ce que je les ai achetés alors que c'est pas du tout mon style de lecture? C'est parce que j'ai adoré en fait. Je les avais vus dans une vidéo Mangatech. J'ai juste vu les tranches et je les trouvais très jolies. Donc je me suis intéressée au manga, et donc je me les suis pris. Alors ça a parlé de quoi? Ça a parlé d'une... on va appeler ça... J'ai pas trop les termes cette époque-ci. On va dire une bourgeoise qui engage une jeune japonaise comme servante, comme femme un peu à tout faire, comme suivante, je sais pas trop de nouveau les termes. Mais en gros, c'est Anako qu'elle s'appelle. Elle va devoir s'occuper de... Comment elle s'appelait? Julie peut-être? Non? Je me souviens plus. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Comment s'appelle-t-elle? Alice. Elle s'appelle Alice, voilà. Elle doit s'occuper d'Alice. Merci le résumé derrière. Et donc, Anako va se rendre compte que, via plein d'échos autour d'elle, que Alice est fort jugée par rapport à quelque chose. Vous vous en doutez bien de quoi. Et donc la relation entre ces deux personnages-ci va doucement s'installer. Elle va évoluer. Mais pas vraiment, franchement pas rapidement du tout, parce que Alice, comme elle doit veiller à donner une bonne image de sa famille et ne pas lui faire honte, elle va cacher tous ses sentiments, elle va se mettre un masque, elle va mettre un mur entre elle et Anako, alors qu'on voit clairement qu'il y a un petit truc qui se passe. Et ces 3 tomes, en fait, tout au long des 3 tomes, on voit l'évolution de cette relation-ci, et toutes les barrières, tous les obstacles qui essayent de les en empêcher, tout simplement. Je vais pas en dire plus pour pas spoiler, comme ce n'est qu'en 3 tomes.
Je conseille si vous aimez les romances toutes mignonnes. Moi, pour ma part, je pense pas que je vais les relire, même si j'ai bien apprécié la lecture. Au niveau des dessins, ça j'ai oublié d'en parler, et pourtant, c'est vraiment, les dessins sont vraiment beaux. Je vais essayer de vous trouver une belle planche de nouveau, par exemple ici. Hop. Voilà. Non, franchement, les dessins sont vraiment bien faits. C'est vraiment mignon comme tout. Je conseille de nouveau pour les personnes qui seraient intéressées par ce style d'histoire-ci. C'est vraiment tout doux, c'est tout mignon. Allez-y. Alors, petite déception. Pourtant, c'est un auteur que j'aime encore bien. C'est Space Chief Kaiser de Boichi. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pas forcément pas plus aimé que ça? Ça part un peu dans tous les sens, quoi. Alors, théoriquement, c'est un manga qui est censé parler de cuisine, de duel de cuisine, même avec contre des personnes des quatre coins de la galaxie. Donc, on ne rencontrera pas que des humains. Mais en pratique, c'est de l'échi, mais ça balance. Hein. on voit des nénés un peu partout. Le début, ça va. J'ai quand même bien apprécié. Parce que on suit un combat contre un petit pépé sur... il devait cuisiner du requin, il me semble. Et finalement, ce personnage-ci, il trouve un moyen de rendre le plat tellement délicieux, mais d'une manière complètement un peu what the fuck. Et ça, j'ai bien aimé. Ça m'avait bien plu, mais la suite, c'est lourd. J'essaie de vous trouver une planche pour vous montrer un peu les dessins, mais c'est compliqué parce que il y a plein de planches que je ne peux pas vous montrer justement avec ce bombardement de nénés et de culottes et de nudité. J'essaye de trouver ça à la rigueur, ouais. Voilà. En fait, ce personnage-ci, il a pas du tout la même tête que sur la couverture. C'est parce que dès qu'il a sa toque, oui, ça s'appelle comme ça, sa toque sur la tête, et ben, pouf, il devient super badass. Et super doué en cuisine et tout ça. Mais dès qu'il a plus sa toque, et ben, il est ultra faible et il sert pas à grand chose et il se fait malmener par toutes les filles avec qui il vit. Si vous voulez lire de l'échi à fond, dans le style de Boichi, je vous conseille. Si vous ne cherchez pas spécialement ce style d'histoire-ci, sans trop de sens profond, je vous conseille pas trop. Alors, là, il y a une autre belle planche que j'ai à toi. Le dessin est beau, hein, mais c'est trop. Alors, une autre lecture que j'ai pas trop appréciée non plus, et c'est vraiment dommage parce que c'est une série qui m'intéressait énormément, c'est Mushishi. Mushishi, je ne peux pas vous le présenter parce que j'ai déjà vendu la série. Donc ça parle de quoi? Mushishi, en fait, c'est le nom de chasseur de Mushi. Donc c'est quoi un Mushi? Ce sont des créatures qui sont ni animales ni végétales, ce ne sont pas des champignons non plus, ce sont des organismes complètement différents de ces règnes-ci. Et pourtant qui vivent parmi l'homme, qui vivent dans la nature et dont on ne connaît pas trop leur histoire, leur manière de fonctionner. Il n'y a pas trop de connaissances par rapport à ces êtres-ci. Alors ce sont pas des êtres super développés, ou enfin ce sont pas des grosses créatures ou quoi, ça peut ressembler parfois à un petit ver, à un petit insecte, vraiment un petit truc qui est assez banal, et pourtant ils en font des dégâts. Donc Mushishi, c'est un livre avec plein de petites histoires. Donc dans un tome, vous pouvez avoir peut-être 5-6 histoires sur chaque type de mushi qui provoque
des maux chez l'homme, en fait, tout simplement. Alors, il y a quand même des petites histoires, deux, trois petites histoires que je trouvais très intéressantes, par exemple. En fait, toutes les histoires pouvaient être intéressantes, mais je sais pas, il y a un truc qui bloquait au niveau peut-être de la narration, des, des dessins, des personnages. En fait, tous les personnages, à chaque histoire, ils se ressemblent, ils ont tous la même tête, et parfois, je n'arrive même pas à voir si le personnage est un homme ou une femme, et dans ma tête, j'ai besoin de faire des voix féminines ou masculines, enfin bref. Et parfois, bah, je me trompe de personnage parce qu'ils se ressemblent. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui m'a fait décrocher de chaque tome. Il y a des moments où je lisais et en fait, je me rends compte que bah, en fait, je ne me souvenais absolument pas de ce que j'avais lu précédemment, alors que ça faisait que quelques minutes que je les avais lus. Et j'ai essayé pourtant, j'ai essayé de tenir la série, mais j'ai pas réussi. Donc oui, je voulais dire au niveau des histoires, elles pouvaient être super intéressantes parce qu'ils présentaient des mouchis bah, très sympas en fait, comme manière de vivre de, et leur méthode en fait pour perdurer, parce que les mouchis, ils sont ni méchants ni gentils, c'est juste des êtres qui essayent de vivre et de faire perdurer leur espèce. J'ai un bon exemple en tête, donc c'est une histoire où il y a une maman qui a perdu son enfant, et en fait il y a un mouchi qui est capable de reproduire l'ADN de cet enfant-ci, mais il va se développer avec l'ADN de cet enfant, mais ce sera jamais l'enfant, ce sera un mouchi, un peu comme un champignon qui va faire des spores et tout ça, et il va se développer et il va reproduire plusieurs fois à l'identique ce même enfant que la femme a perdu. Et la femme, elle, dans sa tête, c'est chouette, elle a récupéré son enfant, c'est lui, il est revenu. Et on va se rendre compte que non, et que cette espèce-ci de mouchi bah, a une toute petite espérance de vie, donc il ne va pas tenir très longtemps. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que au fur et à mesure que l'enfant grandit et disparaît parce que bah, il a une petite espérance de vie, et ben en fait il y a un bagage génétique qui va s'ajouter en plus. Il y a une intelligence en plus, des connaissances en plus qui vont se transmettre aux générations d'après, mais toujours en gardant exactement la même apparence de l'enfant de base. Et du coup, cette créature-ci va évoluer au niveau même de la conscience et de l'intelligence du coup, pour survivre et ne pas se faire anéantir par le mouchichi qui vient justement pour dire à la femme bah, que bah non, c'est pas votre enfant madame, c'est un mouchi qui a pris l'apparence de votre enfant. Et ce sont des êtres qui ne parlent pas forcément, qui ne vont pas avoir des grosses discussions, ils vont juste essayer d'imiter. Et voilà, en fait, je me rends compte que je prends plaisir à parler de ces histoires-ci, mais il y a vraiment plein d'histoires qui peuvent être super intéressantes et j'ai pas accroché. Pourtant, il y a le côté poétique, il y a le côté très bien recherché et original, mais j'ai pas accroché. Pourtant, j'ai essayé de m'accrocher, de continuer la lecture, mais j'arrivais pas. Je trouve ça un peu dommage. Peut-être que l'animé, visiblement, on m'a dit que c'était un très bel animé. Peut-être que j'accrocherai plus avec ça. À voir. Donc, on verra bien. Ah oui, au niveau des dessins, c'est pas la raison pour laquelle j'ai décroché, mais les pieds. L'auteur ne sait pas dessiner des pieds. Is that? Oh shit! What is that? Alors, autre série que j'ai lue et dont j'ai été quand même déçue, c'est... et comme preuve, je ne l'ai même plus, je l'ai déjà revendue. C'est la série Rosenblood, donc, qui était le shoujo que j'avais acheté le mois dernier, il me semble. Et donc, c'est une série qui parlait de romance entre vampires et une jeune fille. Donc, l'histoire, au niveau du scénario, parce que le scénario est très brut, hein,
C'est une femme, une jeune femme, qui se réveille dans le lit, dans un lit inconnu, dans un manoir qu'elle ne connaît pas. Et là, il y a un personnage qui va lui dire... qu'est-ce qu'il va lui dire encore? En gros, il va lui expliquer qu'ils l'ont retrouvée inconsciente, nanana. Puis 3 pages plus tard, il y a tout qui est dévoilé, que le vampire, en fait, enfin que le vampire, on se doute bien que c'est un vampire, le personnage. C'est elle est pas tombée dans les pommes toute seule, on va dire. Et que ensuite 2 pages plus tard, elle se retrouve servante, qu'elle commence à trouver des comportements un peu suspects de toutes les. En fait, il n'y a pas qu'un seul vampire, parce qu'il y en a 4 des vampires. Et ça sort un peu, vous savez quoi. Hein. Et, elle va se rendre compte, oh c'est bizarre, ils ont des comportements différents. Hein. Et puis 1 page après, elle se fait attaquer, puis oh. En fait, vraiment, les premières pages, ça fait penser à un scénario de film de boule. Vraiment, c'est vraiment un truc introductif, mais expéditif. Mais nous, on tape un gros résumé dans la figure en quelques pages. Et puis, au bout de 10 pages, il y a déjà un vampire qui veut... qui a très envie d'elle. Et forcément, évidemment, dans ce livre-ci, les vampires ont un pouvoir de séduction intense, donc ils peuvent l'avoir sous son contrôle, et elle ne peut pas se défendre, du coup, elle est très soumise, on va dire. Et vraiment, en gros, parce qu'il y a petit semblant d'histoire, un petit semblant de fil rouge, de fil conducteur au fil des tomes, je dis ça pour être un peu gentil quand même. Et ces 4 vampires ont se disputé la jeune femme. Voilà. Tout au long de... Combien de tomes? 4 ou 5 tomes? Oui, 5 tomes, il me semble. Voilà. Et ils vont se battre, ils vont chacun essayer de la grappiller, de dormir avec elle, etc. Je sais pas quoi dire de plus en fait. j'ai pas vraiment apprécié, accroché la lecture. Je sais qu'il y en a, ils aiment bien ce genre d'histoire-ci, mais pour moi j'avais juste l'impression qu'ils jouaient au rugby, quoi. Ils essayaient chacun de se piquer la balle. Et puis, à la fin, il y a quand même un 5e personnage qui arrive pour essayer de mettre la main sur elle. Ça, c'est n'importe... Enfin, pour moi, ça devient un peu n'importe quoi, mais bon. Ça arrive d'avoir des déceptions. Voilà. Bon, on va essayer de remonter un peu le niveau. Je vais vous parler du tome 7 de Slice of Horror, Miruko-chan. J'ai bien aimé ce tome 7, franchement, j'ai bien accroché. Alors c'est le début, pas d'un nouvel arc parce que c'est des Slice of Life, mais l'introduction en tout cas d'un nouveau personnage qui est cette personne-ci. Alors sans trop dévoiler, en fait c'est un personnage qui arrive dans son école, que tout le monde trouve super belle, super sympa, et tout le monde l'envie, etc. Sauf elle, comme elle voit les monstres et tout ça, elle voit pas la même chose que les autres dans le collège, et elle sent bien qu'il y a quelque chose qui cloche et que ça sent l'oignon. Donc à voir avec la suite du tome, parce que là c'était vraiment l'introduction, et de nouveau avec des épisodes avec des quiproquos entre ce que voient les autres et ce qu'elle voit. Enfin des quiproquos, des comparaisons plutôt. Voilà, et les dessins sont toujours aussi sympas. Donc toujours un contraste entre des visages assez simples et des trucs comme ça, quoi. Très très bien. Je conseille toujours. Et je continue toujours la série, bien évidemment. Et on va relever encore beaucoup plus le niveau avec le tome de Quartier Lointain. Donc que je me suis pris il n'y a pas si longtemps et que j'ai quand même lu récemment, hein, ce mois-ci, enfin le mois de juin. Quartier Lointain, ça parle de quoi? Ça parle d'un homme dans la quarantaine, il me semble, qui va prendre le train et il va s'assoupir et il va se rendre compte au réveil qu'il se retrouve dans le village de son enfance, à l'âge de ses 15 ans peut-être, je sais plus, 14-15.
Et donc sa famille, tous les membres de sa famille sont encore en vie à cette époque-ci. Et il va revivre avec nostalgie ses années d'école, ses amourettes, la vie dans sa famille, mais aussi il va essayer de découvrir pourquoi est-ce que son père, à cette époque-ci, est parti de chez lui sans prévenir. Et, parce qu'il a une grosse blessure par rapport à ça. Et il connaît la date à laquelle son père les a abandonnés, lui et sa famille. Et il va essayer de découvrir pourquoi est-ce que son père, du jour au lendemain, il est parti sans donner aucune explication. Alors, mis à part ce côté-ci un petit peu tristou, c'est un récit qui est complètement nostalgique en fait. Moi, personnellement, je n'ai pas vécu son enfance à lui, dans ce village-ci, mais je ressens énormément de je sais plus parler. De nostalgie en suivant, me mettant dans sa peau, en fait, tout simplement, et en l'observant retrouver des émotions un petit peu oubliées, des sensations oubliées également. Au niveau des dessins, c'est... Hop. Ah, c'est très vintage. Hein. Ouais, il y a un peu le style. Mais il y a des pages qui sont très jolies. Je me souviens avoir vu des super belles planches et j'aime beaucoup ce style de dessin en fait assez rétro. Ouais, franchement celui-ci aussi je conseille. C'est pas, il n'y a pas de l'action, il n'y a pas un suspense mirobolant, c'est très calme, c'est très doux comme lecture. On passe par plusieurs émotions aussi. C'est un livre franchement qui est plein d'humanité, qui est très riche en émotions. Et je conseille, bien évidemment. Et j'ai oublié de dire, c'est de Jiro Taniguchi, édition Casterman. Et évidemment, si vous l'avez vu, ou peut-être compris sur la miniature, j'ai lu L'attaque des titans. Je vais pas... Vous connaissez la... Vous connaissez la tête des tomes, et de toute manière, je ne les ai plus parce que je les ai revendus en vue d'acheter l'édition colossale, même si j'ai dit dans la vidéo Mangatech que j'étais pas fan de l'édition parce qu'elle était très lourde. Par exemple, si l'édition pesait aussi léger que le Quartier Loita, justement, parce que je trouve que malgré sa taille, il pèse, il est vraiment léger, et ça j'aime bien, quand les mangas sont bien légers. L'édition colossale, il faisait presque, chaque tome faisait presque 1 kg, même un peu plus en fait. Mais franchement, en ayant lu donc l'attaque des titans en petit format, je me dis que ça donnerait tellement mieux sur des grandes pages. Parce qu'il y a des décors, il y a des moments, ça serait tellement plus joli de les avoir en grand. Comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc je suppose que la plupart connaissent ça, mais je vais quand même donner mon avis sur la lecture de cette série, puisque moi j'avais commencé en animé, et puis j'avais voulu connaître la fin, donc j'avais terminé les scans sur une application sur mon téléphone de scan en anglais, mais ça m'a fait un grand plaisir franchement de pouvoir lire tout ce que j'avais lu, tout ce que j'avais regardé en animé, et puis relire cette fin. Waouh! C'est vrai que les dessins au début ne font pas rêver, mais l'auteur, on voit qu'il évolue tellement rapidement. Je crois que c'est au bout du 5e ou 6e tome, je me dis waouh! Mais il y a une évolution de fou. Et oui, en fait, tout du long, j'ai vraiment bien accroché, même s'il y a beaucoup de dialogues d'habitude. Quand je vois que c'est des pavés César sur chaque page, ça me refroidit un peu. Mais là, c'est tellement bien expliqué, c'est tellement bien narré. J'ai accroché, vraiment tout du long j'ai accroché, et les 34 tomes, je les ai lus très rapidement. Donc les dessins, j'ai rien à dire, c'est vraiment un style que j'adore et auquel j'accroche énormément.
La narration, pareil, elle m'a tenue en haleine jusqu'au bout, même si je connaissais le dénouement de chaque mystère, on va dire. Au niveau de l'univers, bah, j'ai rien à dire non plus sur l'univers. J'adore, enfin, ça sort complètement de ce qu'on lit d'habitude. C'est un univers qui est riche, qui est très intelligent, très bien pensé. Et quand on voit enfin, moi j'aime bien regarder des vidéos d'analyse sur des choses auxquelles nous sommes peut-être passés à côté. Bah, tu te dis, waouh, mais ce mec-là, c'est un génie en fait. Il y a aussi le symbolisme qu'il a mis autour, notamment l'oiseau, pour ceux qui ont regardé les fameuses vidéos dont je parlais. Que l'œuvre, on dirait que l'œuvre a été pensée dès le début, que la fin a été pensée dès le début en tout cas, avec le début et la première page et la dernière page du manga. Mais j'ai adoré. Je sais pas quoi dire de plus. Si les personnes qui n'ont pas encore lu L'Attaque des Titans, allez-y. Franchement, c'est magnifique. Je dirais même que c'est un chef-d'œuvre parce que j'ai vraiment bien apprécié et au point de me faire acheter l'édition colossale alors que j'avais de base le petit format. Pour dire. Et voilà, j'ai envie de dire que c'est déjà la fin, mais je crois que ça fait pas mal de tomes lus sur le mois de juin. Donc c'est bien, c'est bien. Moi je suis plutôt fière de tout ce que j'ai pu lire. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous nous retrouvons certainement pour peut-être les achats du mois de juillet, même s'il y aura peut-être beaucoup moins que les mois précédents. On verra, ça dépend si je déconne ou pas. Mais en tout cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Si vous avez des lectures à me conseiller, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt!